Alors bonjour tout le monde! Nous sommes le 31 juillet. Est-ce que ça se peut ça le 31 juillet? J'ai même pas vérifié mon calendrier. J'avoue que je suis un peu la tête dans les vacances encore. De retour à Montréal, oui, mais en mode vacances, en mode débranche tout, entre autres l'actualité. Mais, vous le savez, à la fin de la saison 3, j'avais lancé un appel à tous pour des épisodes qui viennent de la communauté d'auditeurs, d'auditrices. Et on en a eu quelques-uns déjà. Et là, je vous en présente un autre aujourd'hui. Et là, on va aller ailleurs, vraiment. C'est un épisode qui est présenté par le Réseau québécois d'études post-soviétiques, qui est un réseau universitaire qui rassemble professeurs, chercheurs, étudiants et qui s'intéresse aux pays qui faisaient anciennement partie de l'Union soviétique. Alors là, vous allez me dire, c'est pas tellement un sujet estival, mais c'est la beauté de la balado. On n'est pas en mode grand média, c'est-à-dire faire de l'été un espace où on parle de polar et de choses légères et voilà, on fait confiance à l'intelligence des gens. Et c'est Raphaël Robitaille, qui est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et qui est membre du comité rédaction du Réseau québécois d'études post-soviétiques, qui m'a proposé cet épisode. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. J'avoue que c'est un sujet qu'on aurait pu faire en saison, entre guillemets, régulière. Il n'est pas dit qu'on n'y reviendra pas lors de la saison 4. Je suis en train de la préparer, tranquillement, pas vite. Il va y avoir des nouvelles choses, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, Raphaël Robitaille, qui sera accompagné de Guillaume Sauvé, qui, lui, est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de Sciences Po Paris, chargé de cours à l'UQAM et cofondateur du Réseau québécois d'études post-soviétiques. Alors, le prétexte, non, ce n'est pas l'été, c'est le 30e anniversaire de la chute de l'URSS. Et ils se sont penchés sur les événements qui ont mené à la dislocation du système soviétique afin d'en comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants. Alors voilà, je pense que moi, évidemment, je l'ai vécu. Je me rappelle très bien la chute du mur de Berlin, entre autres, et de la dislocation de l'Union soviétique. Peut-être pour les plus jeunes, ça sera une façon de se replonger dans cet univers-là. Et pour les plus vieux, ça sera une occasion de voir, après 30 ans, évidemment, les impacts, on les mesure encore et c'est pas fini. Donc, voilà, c'est ce que la balado vous propose. En plein milieu de l'été, une réflexion sur l'effondrement de l'URSS présentée par le Réseau québécois d'études post-soviétiques. Bon épisode tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode spécial de la balado de Fred Savard qui porte sur les 30 ans de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est effectivement en décembre 1991 que le plus grand État de la planète se dissout en 15 États indépendants. Les événements qui ont mené à cette chute sont mal connus de la population en général et ont des impacts difficiles à surestimer dont on ressent encore les effets aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous propose un épisode qui revient sur les événements qui ont conduit à la chute d'une des deux grandes puissances de la guerre froide. Et donc l'épisode d'aujourd'hui va être articulé autour de 4 grandes questions. Donc on va se demander ce qu'était l'URSS, on va présenter un peu les caractéristiques de l'État soviétique, on va se demander si sa chute était inévitable, on va ensuite explorer les causes de sa chute, pour ensuite discuter des répercussions mondiales de cette chute. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Guillaume Sauvé. Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, certainement. Donc, je m'appelle Guillaume Sauvé. Je suis chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Je suis aussi chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne la politique de la Russie et des autres États successeurs de l'Union soviétique, à la fois politique intérieure et politique étrangère. Je suis aussi cofondateur et coordonnateur du Réseau québécois d'études post-soviétiques. Pour ma part, mon nom est Raphaël Robitaille. Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. J'ai d'ailleurs écrit un mémoire de maîtrise sur la politique étrangère de la Russie envers les États qui faisaient anciennement partie de l'Union soviétique. Et je suis également membre du comité rédaction au Réseau québécois d'études post-soviétiques. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet.
Donc, Guillaume, peux-tu nous expliquer un peu ce qu'était l'URSS? Oui, vaste programme. Alors, on a cru bon de effectivement commencer par un petit rappel, en fait, sur qu'est-ce que c'était que cet État sans précédent dans l'histoire. Euh, Sans doute que la plupart des choses qu'on va dire sont connues des auditrices et auditeurs qui nous écoutent, mais c'est sans doute pas inutile de revenir sur certains points parce que effectivement, ça se pourrait que certains de ceux qui nous écoutent sont nés après la dissolution de l'Union soviétique en 91 et sont tout étonnés de découvrir donc sur la carte cet immense pays généralement coloré en rouge qui était donc l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Euh, que dire à son sujet? Je pense que deux grands points doivent être mentionnés juste pour aller à l'essentiel. La première chose, c'est que c'était un régime communiste. Et la deuxième chose, c'est que et qui a un très grand impact sur sa dissolution, dont on va parler juste après, c'est que c'était un État fédéral. Mais commençons par la dimension communiste. Donc, Raphaël, que peut-on dire sur l'Union soviétique comme phare mondial, étendard du communisme? L'Union soviétique se voulait un État qui allait mettre à bas le capitalisme en répandant le communisme de par le monde. Et donc, le communisme, c'est quoi? C'est une doctrine qui se veut en quelque sorte l'antithèse du capitalisme. C'est une doctrine qui prône l'égalité, l'équité entre chaque individu, qui prône également la justice sociale, etc. Guillaume, peut-être que tu pourrais me compléter mon explication si elle est incomplète. Ouais, ben écoute, évidemment, toute définition qu'on va faire du communisme sera incomplète, étant donné par ailleurs les définitions variables qu'a eu le communisme au cours du 20e siècle. Mais je pense que tu as dit l'essentiel. Donc, c'est une doctrine égalitariste qui se base aussi sur la logique de la lutte des classes, l'idée que les classes sociales sont dans une lutte à mort, qui doit se terminer par la victoire du prolétariat et l'abolition des classes sociales dans l'harmonie générale, pour aller un peu vite, évidemment. Mais l'essentiel pour notre propos ici, c'est que l'Union soviétique a représenté non seulement une puissance géopolitique, ce qui, après tout, je veux dire, il y en a eu plein dans l'histoire, puis il y en aura plein encore, mais elle a représenté surtout pendant ce qu'on a appelé la guerre froide, donc cette période d'affrontement indirect avec les États-Unis dans la deuxième partie du 20e siècle. Elle a représenté un modèle alternatif de société. Alors, c'est ça qui est essentiel. Il y avait toute une dimension idéologique à l'affrontement avec les États-Unis, où les États-Unis représentaient ce qu'on appelait le monde, entre guillemets, libre, dans lequel nous avions le bonheur de nous trouver situés. Et tandis que l'URSS, évidemment, représentait le bloc communiste, qui était lui-même assez fracturé, mais dont l'Union soviétique est quand même restée la principale puissance pendant toute la guerre froide, et qui cherchait à répandre ses lumières, on pourrait dire, partout à travers le monde, donc par exemple à Cuba, mais aussi au Vietnam, évidemment, ou en Angola et dans d'autres pays du monde. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, ben peut-être revenir sur la dimension idéologique là, de la guerre froide, parce que je pense que c'est vraiment, disons, l'élément clé pour comprendre la guerre froide, c'est que c'est un affrontement d'abord idéologique entre deux visions du monde, deux systèmes d'organisation de la société. Ouais, donc effectivement, je pense qu'il faut le comprendre d'une part parce que l'Union soviétique, quand j'ai dit au départ que c'était un État comme il n'y en a pas eu de précédent dans l'histoire, en tout cas à ce niveau-là, c'est que c'était pas juste un pays avec ses intérêts propres, comme il y a toutes sortes de pays avec leurs propres intérêts, évidemment. C'était pas juste, et on va revenir plus tard là-dessus, un nouvel empire dirigé par la Russie. C'était aussi justement une source d'espoir, il faut le dire, pour bien des gens dans le monde qui, pour des raisons ou une autre, étaient insatisfaits du régime capitaliste dans lequel ils vivaient et qui ont donc conçu l'espoir que l'Union soviétique représentait un avenir meilleur, espoir qui, comme on le sait, a été progressivement brisé, qui a été désillusionné par les révélations de tout ce qu'il y avait d'atrocités dans le régime communiste. Je pense que c'est ça qu'il y a de spécial aussi avec l'URSS, c'est qu'elle voulait exporter la révolution en quelque sorte, elle voulait exporter son modèle. Ce qu'une puissance classique, disons avec des intérêts géopolitiques classiques ne fait pas nécessairement. Oui, c'est pour ça que
pour faire un petit lien avec l'actualité, souvent, vu qu'on, dans le contexte actuel de la détérioration majeure des relations entre les pays occidentaux et la Russie, notamment le Canada, dont les relations avec la Russie sont absolument catastrophiques en ce moment, on a tendance à parler d'une nouvelle guerre froide. À mon avis, je pense que c'est essentiellement un abus de langage parce que on peut certainement parler d'un refroidissement, et peut-être que la métaphore climatique a un certain sens, mais le parallèle avec la guerre froide de la vraie guerre froide, celle de la deuxième moitié du 20e siècle, est erronée dans la mesure où la Russie d'aujourd'hui ne propose clairement pas un modèle alternatif de société, n'a pas la prétention après tout, la Russie d'aujourd'hui est capitaliste, pour ceux que je l'affirme, pour ceux qui l'ignoreraient, peut-être même plus capitaliste que nos propres régimes, avec par exemple un taux d'imposition unique. Il n'y a pas de palier d'imposition en Russie. Ça vous donne une idée de la faiblesse de l'État-providence. Toujours en est-il donc que la Russie aujourd'hui défend ses intérêts dans le monde, et on va avoir l'occasion d'y revenir, mais ne prétend pas défendre un modèle de société alternative comme elle l'a fait au sein de l'Union soviétique au 20e siècle. Super, donc on pourrait peut-être passer à l'autre aspect de la question qu'on a mentionné au départ, qui était que l'URSS était une fédération plurinationale. Peut-être qu'on pourrait expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par là. Oui, effectivement. Ben, je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre cet aspect-là parce que finalement, ça détermine entièrement la dynamique qui était celle de la dissolution de l'Union soviétique. Donc, en fait, peut-être deux choses rapidement. La première, c'est que il faut juste se sortir de la tête l'adéquation qu'on faisait souvent dans la culture occidentale, si on regarde des films américains des années, 70 à 80, où on dirait « Ah, Russia does this, Russia does that ». Oui, la Russie fait ceci. Et en fait, ce qu'on avait en tête, c'était l'Union soviétique. Et donc là, le problème, c'est l'adéquation entre Russie et Union soviétique, qui est alors évidemment pas complètement infondée, puisque bon, l'Union soviétique avait sa capitale à Moscou et l'ethnie majoritaire au sein de l'Union soviétique, c'était les Russes, et à bien des égards, c'était un État qui était héritier de l'Empire russe. Mais à bien des égards, c'est trompeur. Et c'est là qu'on en vient au fait que l'Union soviétique n'était pas seulement la Russie. L'Union soviétique était en fait comme son nom l'indique, en fait, une union d'ailleurs, ça m'a toujours frappé que la guerre froide, c'était l'affrontement de deux pays qui n'avaient pas de nom. Les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques n'ont pas vraiment de nom. Ouais, c'est comme juste ce sont deux unions qui s'affrontaient en quelque sorte. Oui, exactement. C'était deux unions, deux formes différentes, à bien des égards très différentes d'ailleurs, deux formes différentes d'entités collaboratives, donc de fusion d'entités complètement diverses. Autant, je pense, je peux dire que la Louisiane et le Vermont sont assez différents aujourd'hui au sein des États-Unis, autant au sein de l'Union soviétique. Donc, ce qu'on appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques, là, pour parler en termes concrets, c'était l'union de 15 républiques socialistes soviétiques. C'est là, si on vous dit les noms de ces républiques-là, vous allez les connaître. C'est le nom de ce qui sont devenus plus tard les États post-soviétiques. Donc, on parle ici de l'Ukraine, de la Biélorussie, des 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie dans le Caucase, des 5 pays en temps de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Turkménistan. Et au milieu de toutes ces la République, une gigantesque République soviétique qui était la République de Russie à l'intérieur de l'Union soviétique. Puis on peut même mentionner qu'au sein de ces unités fédératives-là, il y avait également d'autres nationalités qui avaient leur propre sous-territoire en quelque sorte. Oui, mais on n'entrera pas là-dedans parce que c'est complexe et puis on pourrait faire un épisode au complet là-dessus. Oui, exactement. Donc, tu as tout à fait raison. En fait, c'était une mosaïque politique extrêmement complexe, mais dont la logique générale est pour nous, en tout cas, qui vivons au Canada, relativement facile à comprendre, c'est-à-dire celle d'une fédération. Il y a différents paliers de gouvernement qui, en principe, se partagent le pouvoir. La différence fondamentale avec la Fédération canadienne, c'était que le partage des pouvoirs qui était inscrit dans la Constitution soviétique était en réalité pas vraiment effectif sur la plupart des... Disons que les décisions étaient quand même prises de manière très centralisée à Moscou,
parce que l'Union soviétique était en réalité dirigée non pas par son État, mais par le parti qui la dominait, qui était le Parti communiste de l'Union soviétique et qui était largement dominé par le pouvoir central à Moscou. Mais juste pour poursuivre un peu sur les caractéristiques, on peut se demander, par exemple, on fait souvent le parallèle entre l'Union soviétique et un empire. On se dit, on parle de l'empire soviétique dans la mesure où l'Union soviétique serait dans la continuité de l'empire russe, la domination de la Russie sur ses voisins. Mais dans un sens, c'est vrai. Mais dans un autre sens, et tu pourras poursuivre là-dessus, Raphaël, c'est un empire qui a été conçu précisément pour répondre à l'émergence du nationalisme. C'est-à-dire qu'il contenait lui-même des éléments nationalistes qui faisait la promotion du nationalisme en son sein. Oui, en effet, puis c'est d'ailleurs, on va peut-être y revenir un peu plus tard, mais les nationalismes ont été beaucoup exacerbés vers la fin de l'Union soviétique dans le cadre des réformes que Gorbatchev a promues et qui ont vraiment exalté les nationalistes des différentes parties qui composaient l'Union soviétique. Et donc c'est ça, l'Union soviétique s'est transformée en empire pour en fait contenir ce nationalisme, et d'ailleurs notamment le nationalisme russe qui comme Lénine, c'était un début de Lénine en fait avec l'Union soviétique, il me semble. Ouais. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais voilà pour ça. Maintenant qu'on a posé, disons, les bases, où on a décrit un peu le fonctionnement de cet État soviétique, on pourrait peut-être arriver à sa chute qui se produit en 1991. Et on entend, ou on entendait en tout cas souvent la thèse suivante selon laquelle la chute de l'Union soviétique était inévitable de par les contradictions mêmes qui étaient contenues dans son système. Mais alors, ça pose tout de même la question, est-ce que sa chute était réellement inévitable? Oui, ben c'est ça, parce qu'en fait, maintenant, ça peut paraître, et là, je pense qu'on peut tout de suite vendre notre punch. L'idée qu'on va défendre ici, c'était que la chute de l'Union soviétique n'était pas inévitable. Ouais. À tout le moins, c'était absolument pas écrit dans le ciel qu'elle devait se produire au moment où elle s'est produite et de la manière dont elle s'est produite. Et puis, on a juste à regarder, en fait, la position des chefs d'État occidentaux quand c'est arrivé. Je veux dire, personne s'attendait vraiment à ce que l'Union soviétique, disons, s'effondre comme ça et laisse aller toutes les républiques d'Europe de l'Est et se dissout en 15 États indépendants. Personne n'imaginait ça. On croyait que Gorbatchev mettait de l'avant une ruse en disant qu'il n'allait plus poursuivre la guerre froide. Oui, ben c'est ça, c'est parce que, en fait, un problème, c'est finalement un problème qui est assez courant dès qu'on regarde le passé. C'est une sorte de illusion rétrospective, on pourrait dire, qui est de penser que tout ce qui s'est produit devait se produire. Ouais. Mm-hmm. On pourrait se dire, mais puisque ça s'est produit, eh bien, ça devait se produire. Or, évidemment, en fait, on peut penser qu'il y avait bien d'autres manières dont les événements auraient pu se dérouler et que des fois, il suffit de peu qu'une option se produise, un déroulement l'emporte sur un autre. Et je pense que tu as tout à fait raison de rappeler, puis ça, je pense que ça remet les choses en perspective, que non seulement quelques années, mais quelques mois avant la dissolution de l'Union soviétique. Donc, on est quoi, en août 91 à peu près? Mais je veux dire, on aurait fait une émission, on aurait fait ce même podcast ici qui évidemment n'aurait pas eu comme objet l'Union soviétique, mais on aurait fait un podcast sur l'Union soviétique et il serait jamais venu à l'esprit de personne que l'Union soviétique allait être dissoute. George Bush Senior était en visite en Union soviétique à l'été 91 et il défendait bec et ongle la préservation de l'Union soviétique parce qu'en fait, les États-Unis avaient peur, si l'Union soviétique se dissolvait, qu'il y ait de l'instabilité dans la région puis que ça crée une seconde Yougoslavie. En fait, ils en avaient peur de la guerre civile, une peur qui n'était pas complètement infondée d'ailleurs. Mais toujours est-il que, et je peux dire aussi dans le monde scientifique, juste pour poursuivre sur cette idée-là, ça nous donne une sacrée leçon de modestie quand on regarde qu'est-ce que les scientifiques spécialistes de l'Union soviétique écrivaient à son sujet. Eh bien, absolument personne, sauf de très rares exceptions, prévoyait la dissolution de l'Union soviétique. Ce qui pose donc la question
de sa stabilité. Parce que je pense qu'on peut commencer par ça avant de parler de les causes. Mais qu'est-ce qui faisait penser que l'Union soviétique allait durer pour toujours ou en fait pour très longtemps? Bien évidemment, on peut penser à son système totalitaire qui réprimait toute forme de parole de la population. Les populations avaient très peu de droits jusqu'à ce que Gorbatchev lance quelques réformes. Et puis, Ben, il y a cet aspect. Donc oui, effectivement. Donc il y a l'aspect que avant que les réformes dont on va parler dans un instant, là, que tu as évoqué à plusieurs reprises, les réformes de Gorbatchev, avant que ces réformes-là soient lancées, faut voir que l'Union soviétique était absolument pas sur le point d'être secouée par des émeutes et des manifestations, etc. Non, mais pas du tout. Le KGB, la célèbre police secrète, police politique soviétique, était totalement en contrôle de la situation. La dissidence avait été absolument réprimée. Il y avait à peu près aucun signe de mécontentement social de masse. Alors évidemment, les gens n'étaient pas nécessairement super enthousiastes à l'égard du régime, mais il n'y avait aucun signe de déstabilisation à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Quand on y pense, en fait, l'Union soviétique n'était pas du tout en position de faiblesse dans les années 80. Puis il y a aussi peut-être toute l'illusion qui entourait le régime soviétique, dans le sens où de l'extérieur, ça avait l'air d'un géant immuable, et puis de l'intérieur, probablement tout autant, dans le sens où la population ne voyait pas le jour où ce système allait s'effondrer. Puis il y avait quand même une certaine stabilité encore, malgré des conditions de vie qui n'étaient pas tout à fait légales de ce qu'on retrouvait en Occident, mais il y avait tout de même une certaine stabilité, puis un certain niveau de vie qui allait en augmentant depuis les années 60-70, il me semble. Oui, effectivement. Donc, effectivement, la situation était relativement stable. Bon, le taux de croissance était légèrement en déclin, mais il n'y avait pas de récession économique. Autre point qui est important à mentionner, à la veille de la dissolution de l'Union soviétique, le pays ne subit aucune menace militaire directe sur ses frontières. Ce qui peut paraître comme évident qu'on le dit comme ça, mais qui est plutôt exceptionnel dans l'histoire de la Russie quand on y pense, parce qu'elle a été en guerre pour une très grande partie de son histoire. Or, ici, point important, l'Union soviétique s'est dissoute à un moment où elle n'avait aucun conflit sur son territoire. Bon, ça se passait pas très bien son invasion de l'Afghanistan, mais je veux dire, ceci dit, le coût humain et économique était, soit dit en passant, incomparable avec, par exemple, l'intervention américaine au Vietnam. Donc, c'était pas quelque chose qui grevait le budget soviétique de manière intempestive. Enfin, pas de manière excessive au point de ruiner l'État. Donc, effectivement, c'est pas de ce côté-là qu'il faut trouver comme une sorte de détermination évidente de l'effondrement de l'Union soviétique. Puis je pensais aussi à un autre aspect, tu pourras me compléter là-dessus, si on veut comme une sorte de preuve à contrario du fait que c'était pas évident que l'Union soviétique allait s'effondrer. C'est si on se dit, ah oui, mais le communisme était une idéologie complètement utopique et donc ça devait tomber un jour ou l'autre. Hein. On peut être d'accord ou non avec le fait que le communisme soit une idéologie utopique, mais toujours en est-il qu'il suffit de regarder un petit peu dans le monde et pour se rendre compte qu'il y a toujours des régimes communistes dans le monde et dont certains sont plutôt en position de force. Je pense en particulier ici à la République populaire de Chine, qui n'a pas l'air du tout sur le point de s'effondrer, bien qu'elle soit toujours dominée par le Parti communiste chinois. En effet, mais on pourrait toujours argumenter que la Chine n'a de communiste que le nom, parce que bon, on s'en... Mais bon, il reste encore des régimes communistes. Le Vietnam est encore officiellement communiste. Le Cuba l'est encore, de même que la Corée du Nord, et peut-être l'illustration la plus... effectivement. Ouais, donc c'est ça. Donc, on peut peut-être en venir au changement de régime là, et à l'éclatement de l'État. Est-ce que c'était... Je pense que on pourrait passer... ça nous amène en fait assez élégamment à notre troisième question, parce que là finalement on a désigné
les points qui ne furent pas les causes de l'effondrement de l'Union soviétique. On a souligné la force, la stabilité intérieure, la stabilité extérieure. On n'est pas du tout, soit dit en passant, ici en train de faire l'apologie de l'Union soviétique. Là, ne prenez pas peur. On n'est pas en train de dire que c'était un régime idyllique, mais simplement en train de diagnostiquer le fait que aussi, on avait un pays qui était en position de force et donc c'était absolument pas prédéterminé qu'il allait s'effondrer dans un avenir approché. Ce qui nous conduit évidemment tout de suite à notre donc troisième question, qui est évidemment celle qui intéresse sans doute le plus nos auditrices et auditeurs. Mais dans ce cas, pourquoi diable l'Union soviétique s'est effondrée puisqu'on vient de dire qu'elle était en position de force? As-tu envie de te lancer, Raphaël? Par où commencer? Disons qu'il y avait une sorte de convergence de facteurs qui ont fait que l'URSS a fini par s'effondrer, mais je pense que la pièce maîtresse, c'est les réformes de Mikhail Gorbatchev qui arrive au pouvoir en 1985. Effectivement. Donc, peut-être que je sais que tu as écrit un livre sur cette période de réforme gorbatchevienne. Peut-être que tu peux en dire un peu plus sur les dites réformes. Oui, merci pour cette mention publicitaire. Oui. Alors, Mikhail Gorbatchev, il faut comprendre, c'était en fait c'était le dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc là, quand il arrive au pouvoir, on parle donc de la personne qui est au sommet de la pyramide politique au pays. Secrétaire général. Oui, le titre officiel, c'était le secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais bon, c'était un peu long pour dire, en gros, c'était le chef de l'Union soviétique. Comme l'avait été, si on veut faire un parallèle, Brejnev avant lui, pour nommer les plus connus, Khrouchtchev, Staline, etc. Et donc, il arrive au pouvoir, en mars 1985, et il décide de lancer des réformes. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est que ce sont les réformes de Gorbatchev qui provoquent involontairement la dissolution de l'Union soviétique. Or, ces réformes elles-mêmes n'étaient pas... Il n'y avait rien qui était écrit, encore une fois, j'aime cette métaphore, écrit dans le ciel, qui disait que ces réformes devaient se produire. Parce que, par exemple, au même moment, la Chine entame des réformes, mais décide de ne faire que des réformes économiques. Quand tu disais qu'on n'est pas sûr si c'est encore communiste aujourd'hui, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, le modèle économique a changé. Mais ils n'ont pas fait de réforme politique, ce qui fait que la Chine est encore dominée par le Parti communiste j'ai failli dire de l'Union soviétique, le Parti communiste chinois. La caractéristique des réformes gorbatcheviennes, puis tu pourras compléter là-dessus, c'était en fait de vouloir faire, c'était son originalité, il s'en revendiquait, de vouloir faire tout à la fois, tout en même temps. Réforme économique où on introduit des éléments d'économie de marché, réforme politique où on introduit des éléments de démocratie représentative, par exemple en autorisant qu'il y ait plus qu'un candidat dans une élection pour un même siège, ce qui n'était pas le cas avant, il y avait des élections mais il y avait juste un candidat. Et aussi un aspect que tu connais davantage, réforme de la politique étrangère de l'Union soviétique avec la volonté ouverte de mettre fin à la guerre froide. Puis je pense que c'est important de rappeler que l'objectif de Gorbatchev, ça n'a jamais été de faire de l'effondrement de l'Union soviétique. Je veux dire, lui, ce qu'il voulait, c'était de réformer l'Union pour qu'elle devienne plus fonctionnelle dans un certain sens. Exactement, ça, je pense que c'est un point absolument essentiel. Et d'ailleurs, Gorbatchev, qui est toujours en vie aujourd'hui, et on le salue s'il écoute ce podcast, je pense pas qu'il comprenne le français, mais Gorbatchev, il dit toujours, encore aujourd'hui, que l'effondrement de l'Union soviétique, c'était la plus grande catastrophe de sa vie, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était rendre l'Union soviétique plus forte, en la rendant plus démocratique et plus ouverte, parce qu'il appartenait à un courant d'idées qu'on appelait le socialisme démocratique. Une sorte de troisième voie. Oui, exactement, qui était une sorte de troisième voie qui cherchait à incorporer comme les meilleurs aspects du capitalisme, comme la démocratie représentative, le respect des droits de l'homme, le multilatéralisme en politique étrangère, mais tout en, dans son esprit, préservant les acquis du socialisme ou du communisme, c'est-à-dire la justice sociale, puis un État interventionniste, l'État-providence, etc., etc. Ce qu'il avait en tête, c'était un peu ce qui avait été expérimenté très brièvement en Tchécoslovaquie en 1968, qu'on avait appelé le printemps de Prague.
qui était donc ce que les Tchécoslovaques avaient appelé le socialisme à visage humain, qui est une drôle de formulation quand on y pense. Parce que sinon, on se demande c'était quoi le visage du socialisme autrement. Mais, et donc, ça, c'était son modèle. Ça a un peu évolué. Après, je pense, à la fin de cette période-là, je pense que son modèle s'était rendu en gros la social-démocratie suédoise. Mais dans les deux cas, on était dans la logique, comme tu dis, de la troisième voie, une sorte de compromis entre le socialisme et, ou le communisme, si vous voulez, et le capitalisme. Parce que aussi, Gorbatchev, c'était un des premiers c'était le premier dirigeant de l'Union à ne pas avoir été né avant la révolution de 1917, si je ne m'abuse. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, Gorbatchev était le premier dirigeant de l'Union soviétique qui était né en Union soviétique. Oui. Donc, la première représentant de cette génération proprement soviétique, ce qui est assez paradoxal qu'on y pense que ce soit quelqu'un comme ça. Une créature proprement soviétique qui est finalement, mais on rappelle, involontairement qui a mené des réformes qui ont involontairement conduit à la dissolution de l'Union soviétique. Et puis je pense aussi qu'on peut peut-être pardonner à Gorbatchev de ne pas avoir prédit tout ce qui allait s'en suivre suite à ces réformes, parce que bon, c'est sûr qu'il est peut-être allé, disons, un peu fort avec ses réformes en essayant de tout faire à la fois. Mais peut-être qu'on peut, justement, en parlant de réformes, on pourrait peut-être expliquer plus en détail c'était quoi exactement les réformes qu'il a mis de l'avant. Donc, il y avait la perestroïka, la glasnost qui sont les plus connues. Oui, donc perestroïka, qui est un mot russe qui signifie reconstruction, c'est un slogan, en fait. C'est un slogan qui, au départ, désignait la partie économique des réformes, mais qui a fini par désigner l'ensemble des réformes. Donc, souvent, on parle des réformes de Gorbatchev comme la perestroïka en général, et de toute l'époque où lui a été au pouvoir, donc de 85 jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 91, comme l'époque de la perestroïka. Mais donc, ces réformes, je les ai évoquées un peu rapidement. Je pense qu'on peut aller quand même ici parce qu'on n'a pas tant de temps devant nous assez rapidement sur les réformes économiques, comme j'ai dit, qui est introduction d'éléments d'économie de marché, introduction, entre autres, de autorisation de petites entreprises privées. Parce qu'il faut rappeler que il n'y avait pas je veux dire, c'était une économie entièrement planifiée. Et donc là, on autorisait graduellement les coopératives, comme on les appelait, des entreprises privées. Ensuite, il y a eu les premières élections qui se sont tenues. Et quand je dis premières élections, il y avait déjà des élections avant en Union soviétique, mais il y avait toujours juste un candidat pour les postes. Donc là, c'était les premières élections réellement compétitives qui ont eu lieu donc en 89 et en 90 en Union soviétique. Donc un changement majeur aussi. Et en 90 aussi, autorisation de ce qu'on appelle dans le jargon de la science politique le multipartisme, mais qui signifie tout simplement l'abolition du monopole du Parti communiste sur le pouvoir. Donc, on autorisait d'autres partis à compétitionner, point important. Et en fait, on pourrait s'étendre longuement sur les conséquences sociopolitiques de ces réformes-là, mais le point essentiel et celui qui va mener à la dissolution de l'Union soviétique, c'est l'impact de ces réformes-là sur la question nationale. Sur les mouvements sécessionnistes. Et là-dessus, Raphaël, tu pourrais... Ben, notamment, je pense que la glasnost qui... peut-être tu peux en parler vite fait, que je poursuivrai sur le sécessionnisme. Oui, j'avais oublié la glasnost. Donc, mais comment l'oublier? La glasnost, donc, qui est un mot russe qui signifie transparence. Encore une fois, c'est un slogan politique qui désigne une politique de relâchement de la censure. Tout simplement. L'idée, c'était que Gorbatchev se disait, si on veut mener des réformes qui aident le pays à s'améliorer, il faut autoriser la population à dénoncer les problèmes. Dans sa tête, ça voulait pas dire critiquer le régime. Ça voulait juste dire dénoncer le maire de la ville qui est corrompu, le directeur de l'école qui est corrompu, ou je sais pas quoi. Un peu dans la perspective de, si vous avez vu Goodbye Lenin, l'excellent film qui se passe en Allemagne de l'Est, où on voit la mère du héros, qui est une communiste convaincue, mais qui pense que le communisme peut s'améliorer et qui passe tout son temps à écrire des lettres pour critiquer les problèmes concrets du régime. C'est un peu la perspective de la glasnost, mais ce que n'avait pas prévu Gorbatchev, c'était qu'en ouvrant un peu la porte ici à l'expression du mécontentement populaire, qui avait été tenu dans une cocotte, on pourrait dire, pendant des décennies, eh bien, ça allait exploser. Ben oui, effectivement. Puis, dans le fond, la libération de la parole, ça a aussi amené, disons,
une volonté d'affirmation nationale chez tous les peuples chez pas tous, mais chez beaucoup de peuples notamment les peuples baltes qui, eux, ressentaient encore, disons, la conquête soviétique de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Puis je pense que c'est notamment les pays baltes les premiers qui ont affirmé vouloir sortir de l'Union soviétique. Puis ensuite, dans le Caucase, on a eu vraiment des événements qui sont allés dans le même sens. Je pense notamment au conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, au sujet du Nagorno-Karabakh. Tout ça, c'est des conséquences qui viennent avec la glasnost. La libération de la parole amenée par la glasnost a contribué à l'émergence d'une sorte de force centrifuge qui a poussé plusieurs peuples à vouloir sortir de l'Union soviétique, tout simplement. Voilà. Puis je pense, en parlant de République soviétique, que là, il y a une distinction vraiment qui est importante à faire juste pour pas se mélanger. Entre d'une part, les républiques, je vais le dire lentement, là, juste pour que ça soit clair, les républiques socialistes soviétiques. Donc, c'est 15 républiques qui formaient l'Union soviétique et qui vont justement, dont plusieurs vont chercher à sortir de l'Union soviétique et c'est ça qui provoque la dissolution, dont on va expliquer la mécanique dans un instant. Ça, c'est une chose. Le mouvement centrifuge à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais par ailleurs, l'Union soviétique était aussi le pays leader de ce qu'on appelait le bloc de l'Est, qui était en fait une alliance économique, militaire, géopolitique, qui comprenait donc l'Union soviétique, mais aussi de ce qu'on appelait des pays satellites de l'Europe de l'Est. Et là, ici, on pense à la Pologne, on pense à la Tchécoslovaquie, qui à l'époque formait encore un seul pays, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et donc, ces pays-là, pour que ça soit clair, ces pays-là étaient des pays communistes, mais ne faisaient pas partie de l'Union soviétique. C'était des alliés. C'est comme, je veux dire, comme le Canada est un allié des États-Unis, mais n'en fait pas partie. Ouais? Et donc, et le Canada ne fait pas exactement ce qu'il veut, je pense, sur toutes les questions de politique étrangère. Il doit consulter son puissant grand frère, les États-Unis. D'une certaine manière, et toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment, les pays de l'Europe de l'Est étaient dans une alliance, je dirais, autrement plus étroite avec l'Union soviétique. Et ces pays-là aussi vont s'émanciper. Mais ça, c'est un autre phénomène qui se produit au même moment, un petit peu plus tôt en fait. Ça se produit en 1989 et c'est symbolisé par la fameuse chute du mur de Berlin en novembre 1989. Mais en fait, ça, c'est le symbole juste le plus connu de la chute des régimes communistes en cascade l'un après l'autre à l'été et à l'automne 1989 et donc leur sortie du bloc de l'Est. Ça, c'est une chose. Mais une fois, j'ai dit ça tout simplement pour préciser que nous, ce dont on parle aujourd'hui, c'est bien ce qui se passait à l'intérieur de l'Union soviétique et c'est donc la sortie des républiques socialistes soviétiques qui faisaient partie de l'Union. Voilà, je pense que c'est bien expliqué. Je pense que les gens comprennent mieux maintenant. Une autre question qui est fascinante dans ce processus d'éclatement de l'Union soviétique, donc on a dit il y a 15 républiques, on l'a dit tout à l'heure, et les plus revendicatrices, comme tu le dis, Raphaël, c'est les pays baltes. Ça commence avec les pays baltes et ensuite dans le Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan. Mais un des pays qui va vraiment faire pencher la balance, qui va vraiment encourager les mouvements sécessionnistes, et là, c'est vraiment contre-intuitif, je suis sûr que ça va étonner nos auditrices et auditeurs, c'est la Russie. En fait, la République socialiste fédérative soviétique de Russie, qui était donc la plus grande des 15 républiques, et qui se trouvait aussi avoir la même capitale que l'Union soviétique, Moscou. Là, je sais, c'est mélangeant, mais c'est comme ça. C'est un peu comme si l'Ontario avait sa capitale à Ottawa au lieu de l'avoir à Toronto, puis qu'il y aurait comme une sorte de convergence un peu malsaine entre le niveau fédéral, puis le niveau, dans notre cas, provincial, puis eux, dans leur cas, républicain. Or, justement, le fait est qu'en Russie, au moment des réformes de Gorbatchev, ceux qui prennent le pouvoir, ce sont des démocrates libéraux, menés par un homme dont vous avez sûrement déjà entendu le nom parce qu'il va jouer un rôle important par la suite. Il s'appelle Boris Yeltsin. Et lui, sa stratégie, en fait, lui, sa vision, c'est que la Russie est ruinée par sa politique impériale. Ouais. Que ça coûte trop cher
de garder le contrôle sur les pays baltes et les autres. Et donc, la Russie, le pouvoir au niveau de la Russie, mais pas au niveau soviétique. Gorbatchev, lui, il veut conserver l'Union soviétique. Mais au niveau de la Russie, Boris Yeltsin, qui est rendu donc le chef de l'État de la Russie, à l'intérieur de l'Union soviétique, lui, il va encourager les autres républiques à déclarer leur souveraineté. Et la Russie va elle-même, en juin 90, déclarer, là ça paraît un peu étonnant, la Russie déclare sa souveraineté à l'égard de l'Union soviétique. Puis d'ailleurs, Yeltsin, je pense que sa célèbre formule, c'était de prenez toute la souveraineté que vous pouvez prendre. Il disait ça aux autres républiques. Oui, exactement. Il disait prenez autant d'autonomie que vous êtes capable d'en avaler. C'était sa forme. Et donc, il encourageait les autres républiques à finalement quitter cet État confédéral. Un peu comme, j'arrête pas de faire des parallèles avec le Canada, ce qui est évidemment relativement boiteux parce que c'est pas, évidemment, c'est pas la même structure, mais je pense que ça peut aider à faire comprendre. C'est un peu comme si l'Ontario, qui est clairement la province qui domine le Canada en ce moment, disait aux autres provinces, vous nous coûtez trop cher avec la péréquation, si vous pouvez juste tous partir, puis que nous, on va être mieux tout seul. En gros, c'est le raisonnement de la Russie, du gouvernement de Russie à l'époque à cette époque-là, à l'époque de la perestroïka. Et si ça vous paraît complètement contre-intuitif et suicidaire, ce que beaucoup de gens pensent en Russie aujourd'hui, soit dit en passant, après tout, si on se remet dans une perspective historique, c'est comme ça que l'Empire britannique a laissé partir la plupart de ses colonies. Tu sais, si le Canada a eu son indépendance de l'Empire britannique, c'est pas parce qu'on a mené une guerre d'indépendance, elle n'a jamais eu lieu. C'est parce que l'Empire britannique trouvait que ça coûtait trop cher, pour dire les choses comme elles sont, de garder le contrôle sur le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puis qu'il était mieux de juste créer quelque chose comme un Commonwealth, donc une sorte d'association lâche, pour garder des bons contacts, mais sans avoir à gérer tout sur le terrain. Et c'était un peu l'ambition de la Russie, en encourageant la décentralisation de l'Union soviétique. Puis c'est d'ailleurs dans cette optique-là aussi que plus tard va être mise en place la CEI, la Communauté des États indépendants, un peu dans le style du Commonwealth britannique. Exactement. Mais là, on va y venir dans un instant quand on va parler de la mécanique exacte de la dissolution de l'Union soviétique. Mais la CEI, donc oui, la Communauté des États indépendants, était pensée exactement dans cet esprit d'entité confédérale, décentralisée. Voilà. Mais là, on en arrive juste à la mécanique exacte là, de comment ça s'est passé. Puisque là, on a dit, bon, on a des revendications nationalistes. Hein. Les Baltes veulent partir, les républiques du Caucase veulent partir. La Biélorussie, l'Ukraine, c'est pas trop certain. La Russie trouve que les autres lui coûtent trop cher, mais c'est pas très clair quel format ils veulent avoir. Les républiques d'Asie centrale veulent pas partir de l'Union soviétique parce que c'est eux qui bénéficient de ce qu'on appelle au Canada la péréquation, c'est-à-dire les subventions, parce qu'ils étaient proportionnellement beaucoup plus pauvres que le reste de l'Union soviétique. Et donc, on a différentes forces. Et là, on arrive en 91, notre année fatale, et Gorbatchev fait organiser un référendum au printemps qui se produit de manière assez démocratique, avec une question digne des questions référendaires québécoises, c'est-à-dire une question un peu tarabiscotée, où il demande aux Soviétiques souhaitez-vous la préservation de l'Union soviétique dans un cadre décentralisé et plus démocratique? Et le résultat du référendum, bon, d'accord, vous pouvez me dire la question est un peu biaisée, mais par ailleurs, les observateurs internationaux ont trouvé que le référendum se produit de manière démocratique. Le résultat était massivement oui, dans à peu près toutes les républiques soviétiques. Donc, les Soviétiques voulaient la préservation de l'Union soviétique sous une forme décentralisée et démocratique, sauf dans les pays baltes et dans les républiques du Caucase, dont on a mentionné, qui ont juste boycotté le référendum. Et donc là, au milieu de l'année 91, ce vers quoi on s'enlignait, c'était une Union soviétique non pas dissoute, mais réduite. Et le plan de Gorbatchev, c'était de signer un nouveau traité d'union qui comprendrait donc les républiques soviétiques sous une forme décentralisée et démocratique, moins les pays baltes et les pays du Caucase qui de toute façon ne voulaient pas en faire partie. Et ça devait être signé en août 91. Or, que se passe-t-il en août 91 qui court-circuite
complètement les projets de refondation de l'Union soviétique, Raphaël? C'est le coup d'État. Eh oui, c'est le coup d'État. Donc, en fait, ce qui se passe... Mais tu veux-tu raconter? Ben, je pense que tu es plus qualifié que moi pour raconter cet épisode-là, donc je vais te laisser y aller. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que donc on a les républiques soviétiques qui sont d'accord pour signer un nouveau traité, comme j'ai dit, décentralisé et plus démocratique, qui était censé se réunir à Moscou. Or, évidemment, au sein de l'État soviétique, il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens, en particulier le chef du KGB, le chef de l'armée, de l'état-major, etc., le premier ministre, plusieurs hauts gradés soviétiques trouvent que c'est un scandale, qu'on peut pas signer un traité comme ça parce qu'il n'est pas question de décentraliser l'Union soviétique, il n'est pas question de démocratiser l'Union soviétique parce que c'est trop dangereux. Et donc, ces gens-là font un coup d'État. C'est le coup d'État du 19 août 1991, si ma mémoire est bonne. OK, du 18 au 21 août pour les dates du coup d'État. C'est-à-dire qu'ils disent que en fait Gorbatchev était dans une villa en Crimée et ces gens-là ils prennent le pouvoir à Moscou, ils disent Gorbatchev est malade en gros. En raison, je me souviens plus de la formulation exacte, en raison de son incapacité pour des raisons de santé à exercer le pouvoir, nous formons ce qu'ils ont appelé le comité à l'état d'urgence. Comité d'État à l'état d'urgence qui prend le pouvoir et qui annule, évidemment, la réunion qui devait signer un nouveau traité d'union. Bon, là, on va passer rapidement sur ces événements-là. Toujours est-il que le coup d'État est un échec lamentable, que c'est assez sidérant qu'on y pense parce que les gens en question qui l'ont organisé étaient vraiment des gens, je veux dire, c'était pas des deux de pique, là. Le chef du KGB, il y avait un appareil derrière lui. Mais de toute évidence, ils ont complètement bâclé leur coup et aussi ils étaient pas prêts à tirer sur la foule, clairement. Et donc quand ils ont vu que Boris Yeltsin à Moscou, qui était le chef des démocrates et le président de la Russie à cette époque-là, donc de la République russe à l'intérieur de l'Union soviétique, résistait, eh bien le coup d'État a échoué. Et donc, et là je sais que c'est un peu désorientant, la conséquence immédiate du coup d'État des conservateurs soviétiques qui voulaient éviter la décentralisation de l'Union soviétique, la conséquence immédiate, ça a été d'accélérer la dissolution de l'Union soviétique. Donc, exactement l'inverse de ce qu'ils voulaient. Et parce qu'en fait, les communistes le Parti communiste a tellement été discrédité par son association avec le coup d'État que dès le lendemain, le Parti communiste est dissous par Boris Yeltsin. L'Ukraine déclare son indépendance et on se retrouve en fait avec un scénario qui culmine en décembre 91 avec la dissolution de l'Union soviétique. Et donc les beaux plans de Gorbatchev de refonder l'Union soviétique décentralisée et démocratique sont ruinés en fait d'abord par les conservateurs qui ont voulu préserver l'Union soviétique à tout prix, puis par les démocrates et les nationalistes qui l'ont tout simplement sabordé. Mais tu me corrigeras si je me trompe, il me semble qu'il y a eu une situation complètement paradoxale où entre la dissolution du Parti communiste et la dissolution formelle de l'Union soviétique, tu avais Gorbatchev qui restait un peu le chef d'un État qui n'existait comme plus ou moins. C'est exactement ça, c'est-à-dire que là, après le coup d'État, donc on est en fin août 91, le Parti communiste est dissous. Et le gouvernement soviétique est dissous, ce qui était totalement anticonstitutionnel. Il n'y a rien de ce qui s'est passé à ce moment-là qui était constitutionnel. Mais bon, ça n'avait pas l'air de déranger grand monde. Parce qu'il faut dire, pour faire une parenthèse, que la constitution soviétique, c'était quelque chose qui n'était pas très respecté de toute manière. C'était très beau sur papier, mais ouais, c'est ça. Le pouvoir n'avait pas l'habitude de respecter la constitution de toute manière. Donc, il n'y en était pas à une infraction près. Toujours est-il que là, c'est la Russie le gouvernement de Russie, de la République de Russie à l'intérieur de l'Union soviétique, qui va dissoudre le gouvernement fédéral et le Parti communiste au niveau fédéral. Donc, encore une fois, si on fait notre parallèle avec le Canada, c'est comme si l'Ontario dissolvait le gouvernement fédéral canadien. Au nom de quoi, je sais pas, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque en Union soviétique. Mais ils n'ont pas osé attaquer Gorbatchev, qui était le président de l'Union soviétique à ce moment-là, parce que Gorbatchev était encore soutenu par les pays occidentaux. C'était l'ami
il était soutenu par tous les dirigeants occidentaux à l'époque. Et donc, on s'est retrouvé entre la dissolution du gouvernement soviétique en août 91 et la dissolution de l'Union soviétique en décembre 91, avec Gorbatchev qui était président d'un État qui n'avait plus de gouvernement, qui ne pouvait plus reposer sur le Parti communiste. Et donc, en fait, il planait dans le vide jusqu'à ce que, en décembre 91, les présidents donc des républiques de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie, donc seulement ces trois républiques-là se réunissent dans une forêt de Biélorussie, la forêt de Bieloviège, et décident, à ce qui paraît, c'était même pas le but de la réunion, ils ont comme improvisé ça, décident de dissoudre l'Union soviétique comme conclusion logique des tendances à l'affirmation nationale. Ils dissolvent l'Union soviétique et en fait, ils mettent toutes les autres républiques devant le fait accompli. Donc, par exemple, les républiques d'Asie centrale qui voulaient rester dans l'Union soviétique ont juste découvert que l'Union soviétique avait été dissoute sans qu'on leur demande leur avis. Donc, ils se retrouvent indépendants sans avoir rien demandé, sans avoir même fait rien planifié. En fait. Oui, en fait, il y a eu plusieurs républiques d'Union soviétique qui sont devenus des États indépendants aujourd'hui, qui sont à l'ONU puis qui sont participés aux Jeux olympiques, qui sont devenus indépendants sans l'avoir voulu. Parce que, en gros, certains voulaient sortir, comme les Pays-Baltes ou l'Ukraine, et certains ne voulaient plus d'eux, comme la Russie, qui a clairement, en fait, mis à la porte les autres républiques pour que ça y coûte moins cher, qu'elle puisse concentrer ses ressources sur la réforme économique qui était la priorité de Boris Yeltsin en Russie. Et c'est ainsi que naît cette instance dont tu avais parlé, qui est la CEI. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ben, la CEI, en fait, c'est aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est essentiellement une coquille vide. Là. Ouais. Il se passe pas grand-chose là, mais c'était essentiellement de créer une sorte d'État confédéral là, où chaque nouvelle république indépendante se serait associée dans une sorte d'union soviétique light, si vous me permettez l'expression. Mais bon, je pense qu'on peut peut-être passer là-dessus parce que je pense pas que c'est tout à fait déterminant là, dans les événements qui se sont produits après la chute de l'Union soviétique. Quoique, bon, la CEI a quand même essayé de faire certaines choses pendant les années 90. Il y avait des sommets réguliers entre les chefs d'État, mais qui donnaient souvent pas grand-chose au bout du compte. Moi, je dirais juste un point. Donc, la CEI, Communauté des États indépendants, juste souligner le malentendu profond qu'il y a eu à ce sujet. Parce qu'en fait, dans la réunion de décembre 91, où l'Union soviétique est dissoute, au même moment est créée en remplacement la CEI. Donc, il faut comprendre que la CEI était conçue comme un remplacement de l'Union soviétique. Sauf que le gros malentendu, c'est que les différents protagonistes à la table avaient pas la même idée de ce que ça allait être. Pour Boris Yeltsin, de la Russie, la CEI allait justement être cette Union soviétique démocratique et décentralisée à laquelle rêvait Gorbatchev, mais encore plus décentralisée. Ouais. Parce que ce serait carrément des États souverains, mais qui collaboreraient sur différentes questions. Avec un peu l'Union européenne comme modèle en tête. Qui était d'ailleurs créé à peu près à la même époque. Le problème, c'est que de l'autre côté de la table, les Ukrainiens, par exemple, eux, ils voyaient en la CEI non pas justement quelque chose qui les rassemblerait avec la Russie, mais une instance de divorce. C'est-à-dire tout simplement la table à laquelle on s'assoit pour régler nos différends au moment où on se sépare. Ouais? Non pas pour se rassembler, mais pour s'éloigner. Donc, c'est pour ça que la CEI est devenue une coquille vide, comme tu disais très justement. C'est parce que finalement, les Russes ont jamais été capables de s'en servir pour coordonner grand-chose parce que les autres protagonistes à la table ne voulaient plus que les Russes leur disent quoi faire. Mais ça nous amène, je pense, à la quatrième question. Oui, effectivement. Donc, un coup qu'on a dit tout ça, on est rendu, en fait, après l'effondrement et puis donc aux conséquences que cet effondrement a amené. Et puis, ben, le premier qui peut nous venir à l'esprit, c'est évidemment la refonte de l'ordre mondial, alors que l'ordre mondial était dominé par deux puissances, soit les États-Unis et l'Union soviétique. Et là, il n'y a plus d'Union soviétique, donc forcément, l'ordre international change. Et puis maintenant, c'est littéralement le triomphe des États-Unis et de ce qu'ils représentent, donc le capitalisme, libre marché, démocratie et tout ça. Mais je pense que triomphe est un mot qui était bien choisi parce que c'est comme ça que ça a été. C'est pas comme ça que ça s'est produit, mais c'est comme ça que ça a été perçu. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait,
ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Les États-Unis n'ont pas gagné la guerre froide. Hein. C'est que la Russie, sous Gorbatchev, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en parler, mais c'était dans une optique comme d'apaisement mondial. La Russie est volontairement sortie de la guerre froide. J'ai dit la Russie, c'est l'erreur que j'avais dit de ne pas faire. L'Union soviétique est sortie volontairement de la guerre froide sous Gorbatchev. Et ça, les États-Unis le reconnaissaient dès 1989, dès 1990. Ils disaient, nous sommes sortis de la guerre froide grâce à la collaboration de Gorbatchev. Mais là, à la surprise générale, l'Union soviétique est dissoute pour des raisons, dans un concours de circonstances qu'on vient d'expliquer. Et juste après, dans son discours de l'État de l'Union, au début 1992, George Bush, le président américain, va déclarer « Nous avons gagné la guerre froide. Ça prouve que nous avions raison, nous avons triomphé de l'ennemi soviétique, etc. » Ce qui était une réécriture complète de ce qui venait juste de se produire, parce qu'en fait, lui, juste avant, il reconnaissait que la guerre froide était déjà terminée avec la collaboration des Soviétiques, mais puisqu'il n'y avait plus d'Union soviétique, le discours a complètement changé et il s'est imposé encore jusqu'à aujourd'hui cette idée que le monde libre, entre guillemets, donc les États-Unis et les pays qui suivaient son leadership, auraient gagné la guerre froide et que par conséquent, la Russie devait être traitée non pas comme un allié ou un partenaire dans le nouvel ordre mondial, mais comme une perdante, ouais, comme, je sais pas moi, comme le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, comme une perdante, et que on pouvait bâtir un nouvel ordre mondial, comme on dit dans le jargon en sciences politiques, unipolaire, c'est-à-dire fondé seulement sur un seul pôle, donc les États-Unis évidemment. Et évidemment, ça avait un certain écho dans la réalité parce qu'au même moment, la Russie connaissait un effondrement économique sans précédent qui a effacé une grande partie de ses capacités militaires à bien des égards. Mais donc, ce qui émerge de la dissolution de l'Union soviétique, c'est ce monde justement dominé par les États-Unis et qui est absolument caractéristique de, on pourrait dire, les années 90, peut-être la décennie 2000. Ouais. Oui, puis peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, les États-Unis, c'est encore peut-être la plus grande puissance. Par contre, on voit d'autres pôles de puissance émerger. Là, on pense notamment à la Chine, à l'Inde et la Russie qui réémerge en quelque sorte dans les années 2000. Mm-hmm. Mais bon, c'est ça. Puis je reviendrai peut-être sur le discours triomphaliste là, aux États-Unis. C'est encore quelque chose qu'on entend aujourd'hui, là, comme quoi les États-Unis ont gagné la guerre froide et puis que finalement c'était à eux de décider des règles du jeu puisqu'ils ont gagné. Tu sais. Oui. Non, c'est ça l'implication. Puis il y avait tout un discours, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque glorieuse, mon Dieu, des années 90, où il y avait cette thèse qu'on appelait la thèse de la fin de l'histoire. C'est devenu, c'était une thèse, au départ, ça vient du monde universitaire, mais je pense que ça s'est largement répandu dans les médias aussi. C'était l'idée de la thèse de la fin de l'histoire qui venait donc d'un politologue américain qui s'appelait... C'est une sorte de catchphrase facile à reprendre par les journalistes. Exactement, une sorte de slogan. Donc un politologue, Francis Fukuyama, qui disait que donc c'est exactement écrit à cette époque-là et c'est inspiré de la chute de l'Union soviétique, l'idée que finalement on arrive à la fin de l'histoire, non pas dans le sens où il ne se produira plus rien, ce qui serait une absurdité évidemment, mais dans le sens où on ne s'attend pas à ce que les modèles changent. Il n'y a plus l'alternative communiste dont on parlait au départ, l'alternative communiste ayant disparu, il ne reste qu'un seul modèle, celui de la démocratie libérale, qui est destiné à triompher dans le monde à terme, pas évidemment immédiatement, mais à terme. Et ça a aussi donné lieu à la grande popularité du concept de mondialisation, qui s'est imposé comme une évidence. Et par mondialisation, on voulait dire évidemment la mondialisation économique portée par les accords de libre-échange qui se produisent exactement à la même époque, mais dans les années 90. Et cette idée d'une interconnexion avec la dissolution graduelle des nations, ouais, dont on parlait dans les années 90, qui sont destinées à occuper un rôle de moins en moins important sur la scène internationale, tandis que les organisations internationales sont censées occuper une part de plus en plus importante. Là, on se rappelle tout ce discours-là de 90 et 2000 parce que, d'une part, il a été inspiré directement par l'effondrement de l'Union soviétique. Mais ce qui est fascinant, c'est de constater à quel point aujourd'hui ce discours triomphaliste est un peu daté. Ouais. Oui, il est pratiquement risible dans un sens parce que tout ce qu'on prédisait à ce moment-là, d'un, c'est pas vraiment produit et
de deux, on voit plutôt la réémergence des anciennes dynamiques, disons, géopolitiques pré-guerre froide. Ouais, on se retrouve avec, disons qu'aujourd'hui, en une époque justement de COVID, où on a vu la compétition de chaque pays pour avoir le plus de vaccins, quitte à ce que l'autre à côté en manque. On a vu de manière éclatante la démonstration du retour du protectionnisme, du retour des politiques d'intérêt national. Encore là, récemment, Biden disait qu'elle allait renforcer le Buy American. Donc, encore une autre forme de protectionnisme. Et évidemment, avec aussi l'émergence des mouvements souverainistes et fortement nationalistes, comme en Europe, comme en Pologne ou en Hongrie, ou évidemment le Brexit, un autre symbole fort justement de cet effritement d'une mondialisation heureuse, libérale, multilatérale qu'on croyait voir émerger de la dissolution de l'Union soviétique. Tout ça pour dire donc que l'Union soviétique a créé des espoirs d'un monde mondialisé ou enfin interconnecté qui finalement se sont révélés en partie illusoires. Effectivement. Et puis, disons peut-être pour compléter sur la question de l'ordre international, justement, bon, on a l'hyperpuissance américaine, pour reprendre la formulation de Hubert Védrine, l'ancien ministère des Affaires étrangères de la France. Il disait donc que voilà, les États-Unis qui émergent comme l'hyperpuissance mondiale. Puis, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt le déclin de cette hyperpuissance et l'émergence d'autres puissances. Mais j'aimerais ça peut-être, maintenant qu'on a parlé de l'ordre international, peut-être plus revenir dans l'espace géographique qui nous occupe, là, donc ce qu'on en est venu à appeler l'espace post-soviétique, donc qui comprend tous les pays qui faisaient anciennement partie de l'Union soviétique et qui sont maintenant tous indépendants. On peut peut-être parler rapidement un peu des conséquences que ça a eu pour les pays directement concernés. Oui, clairement. En fait, la dynamique générale, donc d'abord pour préciser notre objet, comme tu l'as tout à fait bien dit, quand on parle d'espace post-soviétique, c'est justement ces 15 États indépendants aujourd'hui qui étaient anciennement 15 républiques de l'Union soviétique. C'est celle qu'on a mentionné tout à l'heure. Ça ne fait pas, par exemple, n'en font pas partie la Pologne, la Hongrie, etc., comme je l'ai déjà mentionné, parce que tout simplement ne faisaient pas partie de l'Union soviétique, faisaient partie du bloc de l'Est, des alliés de l'Union soviétique. On réfère plutôt à ces pays comme le monde post-communiste. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une autre catégorie plus large. Mais donc là, les pays dont on parle, c'est les rapports, mon Dieu, hautement conflictuels entre la Russie et l'Ukraine, les rapports hautement conflictuels, là, je fais exprès pour mettre l'accent sur la conflictualité, mais il n'y a pas juste ça, mais il y en a beaucoup, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les rapports entre la Géorgie et la Russie, entre, mon Dieu, la Moldavie qui est constamment déchirée entre l'Europe et la Russie. Et on pourrait multiplier les exemples aussi. La guerre civile au Tadjikistan. Oui, c'est ça, en Asie centrale. Et donc, en fait, là, on a parlé de conflits. Une remarque à ce sujet-là, on a souvent mentionné à quel point c'était quand même remarquable que l'Union soviétique n'ait pas été, je l'avais évoqué, une deuxième Yougoslavie. Ça, c'était la crainte notamment des États-Unis. Parce qu'après tout, on avait un espace multinational qui se démembrait. Et, mon Dieu, ça aurait très bien pu faire comme en Yougoslavie, donc autre pays communiste qui se disloque à la même époque, une guerre civile sanglante avec des dizaines de milliers de morts. J'ai pas les chiffres en tête en ce moment, mais tout le monde sait à quel point la guerre de Bosnie, par exemple, a été absolument catastrophique et horrible. Et c'est vrai, il n'y a pas eu un équivalent à cette échelle au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Ce qu'on a eu, c'était plus des conflits localisés dans certaines régions précises, mais non pas des conflits interétatiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas eu de guerre civile de l'échelle de celle de ce qu'il y a eu en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, juste après, il faut continuer en disant, mais il y a eu quand même des tonnes de conflits, dont plusieurs sont encore actif aujourd'hui. Le plus récent, enfin celui qui a éclaté, ou plutôt qui a rééclaté, qui s'est emballé à l'automne dernier, c'était donc celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour de la région du Nagorno-Karabakh. Bon, je pense qu'on n'a pas le temps malheureusement ici d'entrer dans les détails de ce conflit. Ça serait trop complexe. Extrêmement long et complexe.
Mais le point, c'est qu'en fait, on a une dynamique dans cet espace-là qui est une dynamique qui est typiquement, on pourrait dire, post-impériale, ouais, ou post-coloniale, si on veut. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait quand même, euh, peu importe comment on veut qualifier le rapport que l'Union soviétique avait entre ces différentes entités fédérées, certainement, il y avait une domination de Moscou sur les autres. Et à partir du moment où cette domination a été retirée, eh bien, la conquête de l'autonomie et de l'indépendance, c'est pas quelque chose de facile. Puis encore là, je pense que c'est important de faire des parallèles pour pas, pour, avec d'autres régions du monde. Je veux dire, l'émancipation de l'Afrique, ouais, la quête de l'indépendance des pays africains ou de l'Amérique latine, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça n'a pas été facile. Et on voit encore aujourd'hui les anciennes puissances, comme on parle de la France-Afrique, pour parler des rapports très proches que la France cherche à entretenir avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais de la même manière, la Russie cherche à préserver son influence auprès de son ex-empire. Puis d'autant plus que la question de la Russie, c'est que un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est que dans toutes les républiques ex-soviétiques, après la dissolution, on retrouvait d'importantes minorités russophones. Ouais. Et puis, on parle de 25 millions de russophones qui se retrouvaient en dehors des frontières de la Russie. Et donc ça l'a fait craindre à plusieurs nouveaux États indépendants mais ma minorité russe, est-ce qu'elle va être instrumentalisée par la Russie? Est-ce que la Russie va utiliser la présence de cette minorité pour chercher à affirmer son influence sur le nouvel État? Puis ça a été une question qui a été assez épineuse dans plusieurs pays. Oui, exactement. Juste pour clarifier, là, parce que tout ça, c'est peut-être un peu complexe, là. C'est-à-dire que des Russes en Union soviétique, la plupart étant dans la République de Russie, mais il y en avait beaucoup qui vivaient dans les autres républiques. Je sais pas, par exemple, ils s'étaient fait, on leur avait, en Union soviétique, on choisissait pas le lieu de travail. Hein. Généralement, on nous attribuait un travail selon les priorités de l'État. Et donc, on vous trouve, vous êtes ingénieur, on trouve que vous êtes russe, mais on décide que vous, là, en fait, ça serait bon si vous alliez travailler dans X usine au Kazakhstan. Ouais. Ou en Ukraine, je sais pas quoi. On vous envoie là-bas, vous êtes russe, voilà. Pour vous, ça n'a pas vraiment d'importance tant que vous êtes en l'intérieur de l'Union soviétique. C'est le même pays. C'est le même pays. Ça n'a pas d'importance. C'est comme entre l'Ontario et le Québec, hein, à l'intérieur du même pays. J'aurais pas de faire des parallèles avec le Canada. J'espère que c'est utile. Mais le point, c'est que là, du jour au lendemain, boum, en décembre 91, c'est plus le même pays. Vous êtes russe. Pour vous, ça n'avait pas d'importance si vous étiez au Kazakhstan parce que vous étiez en Union soviétique. Mais là, il n'y a plus d'Union soviétique. Maintenant, vous êtes russe et vous faites partie maintenant de la minorité. Autrement dit, des frontières qui étaient internes deviennent internationales. Exactement. Du jour au lendemain. Mais un peu, si j'arrête pas de faire mes parallèles avec le Canada, c'est un peu la question, par exemple, des anglophones au Québec s'il y avait l'indépendance. Ouais? C'est-à-dire qu'ils passeraient du statut de majorité au sein du Canada au statut de minorité à l'intérieur d'un Québec souverain. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que dans certains pays, c'était négligeable, mais dans d'autres pays, en particulier le Kazakhstan, que j'ai mentionné, les 3 pays baltes et surtout l'Ukraine, il y avait des minorités russes, mais substantielles et vraiment importantes. Et dans certains cas, je pense que c'est l'exemple qu'on va souligner parce qu'on manque de temps, mais c'est celui que les auditrices et les auditeurs vont connaître. C'est la Crimée. Ouais. La Crimée, c'est une région d'Ukraine, mais qui, historiquement, est peuplée majoritairement de Russes. Et donc là, on a non seulement des individus russes qui se retrouvent étrangers dans leur propre pays après l'indépendance de l'Ukraine en 91, mais quand même une région au complet qui est comme majoritairement russe et qui se retrouve dans un autre pays qui est l'Ukraine. Et donc, là, évidemment, ça crée des tensions. Et d'où, en fait, dès l'indépendance de l'Ukraine, il y a eu des demandes de la Crimée pour rejoindre la Russie, qui à l'époque ont été refusées par la Russie. Il faut s'en rappeler. Là. 30 ans avant Poutine, Yeltsin a refusé la demande d'annexion de la Crimée parce que Yeltsin était dans une logique de respect des frontières post-soviétiques. Mais bon, là, on n'a pas le temps de rentrer dans les événements de la crise de 2014 en Ukraine, mais toujours en est-il que c'est à ce genre de revendication que Poutine est venu apporter une réponse autrement plus musclée en 2014 quand il a procédé à l'annexion de la Crimée. Donc, c'est toutes sortes de tous ces conflits latents, si vous voulez, qui existent dans la région et qui peuvent éclater souvent.
Ben, je pense qu'on en a dit beaucoup et Oui. peut-être pour éviter de perdre un peu plus les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'était super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait parler. Oui, mais j'espère que ça a suscité l'intérêt des auditrices et des auditeurs pour cette région du monde qui est rarement couverte là, dans l'actualité chez nous, parce que c'est passionnant. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui se produisent, et donc tant mieux si ça a pu créer de l'intérêt chez vous. Donc, merci Guillaume pour ta présence et puis merci à vous d'avoir écouté. Puis Bon été!